Après avoir vécu l'expérience la plus hallucinante de nos vies, nager avec des orques et des baleines à bosse, nous pensions ne pas pouvoir aller plus loin. Mais la vérité, c'est que nous nous sommes trompés parce que nous sommes probablement aussi au nord que nous ne le serons jamais dans nos vies. Svalbard. Et avant que tu ne te demandes ce que nous faisons ici, la réponse est simple, nous nous émerveillons des particularités de la planète Terre. Eh bien, ici, il se passe quelque chose d'unique. Entre les mois d'octobre et de mars, l'hiver polaire arrive. Les jours deviennent des nuits interminables, où la neige recouvre tout et les températures peuvent descendre jusqu'à moins 45 degrés Celsius. Nous avons volé jusqu'ici pour comprendre pourquoi quelqu'un décide de vivre dans un environnement aussi hostile. Comment se passe leur quotidien et que font-ils pour faire face à plus de 120 jours sans lumière du soleil? Comment est-ce de vivre complètement dans la nuit? Et que font-ils pour éviter la dépression dans ces endroits si extraordinaires? Quand il est 3h02 de l'après-midi, ou de la nuit, dans un endroit où le soleil ne se lève pas, nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, effectivement, ici c'est bonsoir toute la journée. Je crois que nous allons être à l'endroit le plus au nord de notre vie. Je pense aussi que c'est le cas, et c'est rien de moins que Svalbard. Lors de notre voyage en Norvège, nous avons décidé d'ajouter une folie de plus. Ce n'était pas suffisant d'aller, selon moi, dans la plus belle ville du monde pour faire un road trip qui est l'archipel des Lofoten. Il ne suffisait pas de nager avec des centaines d'orques et de baleines à bosse à Gerveuil, il fallait aussi que nous venions dans la terre des ours. Et découvrir la nuit polaire qui est pratiquement 24 heures d'obscurité. Ici, le soleil ne se lève jamais. Nous sommes en train de mourir de faim. Nous venons tout juste d'arriver au petit village de Longyearbyen, où quelque chose comme ça se prononce pour la capitale. Alors accompagnez-nous pour vous montrer ce qu'il y a autour et comment est la vie dans l'un des endroits les plus reculés de cette planète. Allons-y. Petite anecdote, dans le village, on peut se promener tranquillement, mais en dehors du village, on ne peut marcher que si l'on porte un fusil. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ours et je trouve ça complètement fou. Ici, même à l'intérieur du village, on peut voir beaucoup de voitures, mais si tu veux te déplacer d'une colonie à une autre, tu ne peux le faire qu'à moto, de neige, en bateau, en grand bateau d'ailleurs, parce que la plupart sont hors de l'eau ou en avion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Ici, je patine. On peut aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait logique que les sols soient comme ça pour que lorsque la neige tombe, elle glisse vers le bas et que tu puisses circuler normalement. Vivre ici doit être extrême. Soit une nuit interminable, soit un jour sans fin. Pour arriver à Svalbard, nous avons pris un vol depuis Tromsø, la ville d'où nous sommes également partis pour Gervøy. Nous avons nagé avec les baleines et c'était très rapide, 2 heures. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il fallait faire tamponner le passeport pour quitter la Norvège, alors que nous ne la quittions pas. En fait, nous quittons l'espace Schengen parce que Svalbard, même si c'est en Europe, ne fait pas partie de l'espace Schengen, même si cela fait partie du royaume de Norvège. Encore une fois, cela ne fait pas partie de cet espace de libre circulation auquel les Vénézuéliens ont accès sans visa pendant 90 jours lorsqu'ils entrent par n'importe lequel des pays. Nous sommes arrivés par Madrid, puis avons volé en Norvège sans devoir présenter de nouveau notre passeport. Mais pour venir à Svalbard, on te tamponne la sortie de l'espace Schengen. Et ensuite, quand tu entres à Svalbard, il n'y a même pas de poste d'immigration ni de poste de contrôle. Parce que toute personne de cette planète Terre peut venir à Svalbard sans visa et a un permis de résidence indéfini. À condition bien sûr de trouver un travail, parce qu'on ne peut pas vivre seulement du soleil et de l'eau, surtout en ce moment où il n'y a même pas de soleil. Donc, c'est très intéressant, parce que si toi, qui regardes cette vidéo, tu n'es pas satisfait de ton travail et que tu aimes le froid, eh bien viens à Svalbard et demande aux habitants ici de te donner un travail. Ou essaye plutôt de chercher sur internet, comme ça tu n'auras pas à faire tout le voyage. Mais ici, il y a un permis de résidence pour tout le monde. Imaginez un stand d'arepa là-bas. Attention, on va dans un restaurant mexicain, c'est ça,
Avec un hôtel, la seule chose internationale, tout le reste est local. Je veux y aller pour voir s'il y a un latino qui travaille et lui demander « Comment est la vie ici ? Combien gagne-t-on ? Vivre dans un endroit isolé en vaut-il la peine ?» Nous allons le découvrir. Et regardez, pour que vous voyez que l'histoire des fusils, c'est du sérieux, vous pouvez les avoir, mais ils ne peuvent pas entrer dans le restaurant. Malheureusement, le restaurant mexicain était fermé et nous sommes venus dans un endroit plus local. En fait, ce que j'ai ici, c'est un carpaccio de baleine et je ne pouvais pas m'empêcher de l'essayer. Et je crois que c'est de la façon la plus rustique possible, c'est-à-dire du carpaccio de baleine crue, pratiquement. Et oui, c'est vrai qu'il y a comme une petite garniture dessus, ici un peu d'ananas, une petite crème, quelque chose. On va voir ce que ça donne. Regardez, ça ressemble à de la betterave. Un peu plus foncé que la betterave. Mais oui, c'est comme ça. Comme du vin rouge. Bon, c'est le moment de vérité. Ça a une odeur assez forte. C'est très différent de tout carpaccio de poisson que j'ai goûté. Eh bien, c'est une baleine, pas un poisson. Ou peut-être que si, qui sait. C'est un mammifère, en fait. Oui, c'est un mammifère. Mais ça ne me rappelle pas non plus un carpaccio de bœuf, par exemple. C'est assez salé. Je ne sais pas si le carpaccio a un goût fumé, parce qu'il y a une petite touche, comme de fumée, mais maintenant, on va le goûter avec le reste des ingrédients. Je ne suis pas tellement fan. Enfin, c'est bon, mais ce n'est pas quelque chose que je mangerai souvent. Je ne sais pas si c'est un goût acquis. Je songeais à commander un churrasco de baleine, un filet notamment. Mais je me suis dit, non, voyons d'abord si j'aime le carpaccio, et ensuite j'irai vers un plat plus fort, plus grand, une autre préparation. Je l'avais déjà goûté en saucisson dans la première vidéo de Norvège, peut-être l'avez-vous vu, mais il avait le goût d'un saucisson ordinaire. Et ça non plus, ça ne m'a pas vraiment impressionné, donc je pense que ce sera ma dernière bouchée de baleine. Bon, ça c'est quelque chose que tu ne sais pas sur moi, mais je sais faire des chaînettes qui sont la base du tricot. Mais moi, je n'ai tricoté qu'avec, je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas une pince, mais c'est comme un truc en métal. Ici, on tricotait à deux. Alors, pour vous mettre dans le contexte, nous sommes dans un café où il y a des tables entourées de fils à tricoter, où tu peux t'asseoir, prendre ton café et tricoter. Je veux tricoter. C'est intéressant. Regardez, je vais vous montrer l'endroit. Les filles là-bas sont en train de tricoter et par ici, c'est vraiment joli. Ils ont aussi des petits gâteaux, des douceurs, tout ça. Et là-bas, ils nous préparent notre café. Et aussi des petits pulls et des souvenirs. Parce que pratiquement, Svalbard vit soit du tourisme, soit des expéditions scientifiques. Ils doivent donc proposer des lieux pour manger et des souvenirs aux touristes. Avant, une mine de charbon, principale source de revenus, existait ici. Mais son exploitation a cessé. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était épuisée ou parce qu'elle n'était plus rentable avec d'autres minéraux qui ont été découverts. Ce sont des sources d'énergie comme le pétrole. Waouh! Nous avons décidé d'entrer dans le supermarché pour voir à quel point il est similaire ou différent du reste du monde. Je veux dire, vous ne savez pas à quel point j'ai couru ce matin pour acheter des choses au supermarché parce que je me suis dit, non, là-bas, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Ce supermarché est 10 fois mieux. Non, mais il ne faut pas seulement regarder par là. Regardez tout ça par là-bas et puis tout ça de l'autre côté. C'est-à-dire immense, immense. Ça donne envie d'acheter. Oui, c'est incroyable. En plus,
Nous, évidemment, comme il fait nuit, on ressent ça, on a un choc cérébral, parce que c'est comme « Ah, on va dormir, on va se détendre ». Ici, la vie continue. En fait, ça m'a impressionné que très peu de restaurants ouvrent entre 2 heures de l'après-midi et 6 heures, à peu près, parce que les gens travaillent. Évidemment, et à passer, il n'y a pas de tourisme qui va dans ces endroits. Et la plupart des endroits ouvrent jusqu'à midi pour le déjeuner, puis à 6 heures du soir pour le dîner. Mais il est compliqué de trouver des endroits ouverts pendant la période de la sieste espagnole, pour ainsi dire. Fille, montre-nous les prix des choses nécessaires ou pour que les gens aient une référence des prix ici à Svalbard. D'accord, si tu es une femme, tu dois utiliser des serviettes hygiéniques chaque mois. Pour des serviettes de nuit, tu paies environ 7 $. Pour vous donner une idée, divisez tout par 10. 232, 23,2. Une coupe menstruelle coûte 23 $, mais c'est réutilisable, non? C'est ce que je voulais dire. Pourquoi tu vas plus vite? Des serviettes hygiéniques ordinaires, 30 est une couronne, ce qui fait environ 3 $. Et si tu achètes une coupe, tu ne paies qu'une seule fois 22 ou 23 $. Je ne suis pas sûre, je crois que ça dépend de la taille. Et tu peux les utiliser pour toujours. C'est-à-dire, j'ai la mienne depuis plus de 2 ans. Ici, tu vois, le porc est le moins cher. Il coûte 14 $, mais la viande la moins chère coûte 46,9 $ le kilo. Par ici, on a du poulet à 21,4 $ le kilo. Cette barquette de 600 grammes coûte presque 15 $. L'huile d'olive coûte vraiment moins cher qu'à Caracas. Regardez, cette bouteille d'un demi-litre coûte 9 $, ici 11 la 12. Regardez, c'est fou ça. La mangue coûte 6,9 $ le kilo, mais elle est en promotion à 1 $ le kilo. Elles sont déjà presque pourries, je les ai touchées et elles sont molles. Mais il en reste quelques-unes à sauver pour 1 $ le kilo. Et les kiwis, 17,5 $ le kilo. C'est le fruit le plus cher que j'ai jamais vu. C'est l'hôtel que nous avons choisi. Par erreur, nous avons réservé une auberge au lieu d'un hôtel, ce qui nous oblige à partager la salle de bain. À l'intérieur, il nous a séduites par ses plantes et son ambiance chaleureuse. Il nous explique qu'en Norvège, comme on passe la plupart du temps à la maison, il est très important pour eux d'avoir des espaces chaleureux. Et vraiment, s'il fait très froid dehors, qu'il fait tout sombre et que c'est la nuit, le plus agréable, c'est de rentrer chez soi et de sentir qu'on est dans un endroit chaleureux. Les autres hôtels, presque au même prix que cette auberge, se trouvaient dans des lieux très froids et avec une déco typiquement nordique. Donc voilà, tout blanc, gris, marron. Alors on ne voulait pas ça. Attention, l'erreur, c'est qu'on ne savait pas que c'était une auberge, mais on voulait plutôt ce genre d'intérieur chaleureux. Donc je vais vous le montrer. Les portes ici sont super épaisses, elles pèsent très lourd. Et ici, il faut enlever ses chaussures. C'est une règle et tu dois marcher pieds nus dans toute l'auberge. Ici, je suis avec Lana. Elle est russe et elle vit ici à Svalbard depuis janvier. Nous ferons l'entretien en anglais, car même si elle m'a dit comprendre l'espagnol, c'est bien ça. Ouais, un peu. Elle dit que son anglais est plus fluide. Alors, Lana, pourquoi as-tu décidé de venir vivre ici au Svalbard ? Je pense qu'il faut avoir une petite dose de folie pour vivre dans un endroit pareil. Je voulais vivre quelque chose de nouveau, une expérience probablement unique dans ma vie. D'accord. Si je n'étais pas venue ici. Eh bien, tu es parfait pour être sur notre chaîne parce que notre chaîne s'appelle Deux Voyageurs Fous. Oh, C'est littéralement le nom de notre chaîne. c'est aussi un accueil pour moi. Oui. Quand tu pensais à des endroits fous à visiter, à quoi pensais-tu ? Comme les offres d'emploi, l'argent, l'environnement. Alors, qu'est-ce qui te motive à venir ici ? Alors, tout d'abord, je viens de Sibérie, et j'ai grandi en Allemagne et je n'aimais pas le temps en Allemagne. Donc, je voulais avoir un endroit où il y a de la neige, de la glace, où j'ai comme cette aventure froide. Pour l'argent, pas vraiment.
Étant étrangère ici, je savais que je ne deviendrais pas millionnaire. Donc ce n'était pas la motivation. La motivation, c'était le climat, les saisons et des aventures glaciales comme la motoneige. Tu es bien arrivé en janvier, non? Oui, Et comment pourrais-tu décrire la vie ici pendant cette année que tu as presque déjà passée? donc j'ai eu besoin de temps pour m'adapter. Parce que quand je suis arrivée, j'ai ressenti que, d'accord, il fait plus froid ici. Donc mon corps réagissait au froid, même si je viens d'un endroit froid. Et puis il y a l'été qui est aussi froid. Donc en gros, tout tourne autour de s'adapter au froid. Mais je me suis tellement amusée, j'ai eu tellement... Oui, je travaillais à la réception, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et oui, je dirais que c'est une année de nouveau départ à tous les niveaux. Puis-je demander combien une personne peut gagner ici par an ou par mois? Et comment sont les impôts? Parce que j'ai entendu dire qu'en Norvège, les impôts pouvaient être très élevés, mais je ne sais pas si cela s'applique aussi aux étrangers, ici au Svalbard, ou comment sont les emplois. Oui, donc si vous êtes norvégienne, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. D'accord, pourquoi? Parce qu'ils soutiennent beaucoup les Norvégiennes et ils aimeraient en attirer davantage. Je pense qu'en tant qu'étrangère, tu peux gagner peut-être autour de 30 000 couronnes par mois, Par mois, d'accord. ou peut-être un peu plus. Ça fait environ 3 000 $, 3 500 $. Et c'est net? Ou tu dois retirer les impôts de cette somme? De cette somme que tu as, tu dois déduire le loyer, les impôts, qui sont de 16%. 16%, d'accord. Donc Svalbard à 16%. Et oui, puis il y a aussi de plus petites quantités, mais je ne suis pas une experte dans ce domaine. Oui, d'accord. Alors, et combien coûtent les frais de vie? Par exemple, combien pourrait coûter un loyer? Et la nourriture par mois? En mangeant chez soi, pas au restaurant. Pas au restaurant? Oui, je pense que genre peut-être 5 000 couronnes par mois pour les courses. D'accord. Et le loyer, je paye 9 500. D'accord. Mais c'est un très bon prix. Ah, d'accord, d'accord. J'ai un bel appartement, j'ai eu de la chance. D'accord. Mais c'est un très bon prix pour ici. Incroyable. Et que pourriez-vous me dire? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de vivre ici à Longyearbyen? C'est comme ça qu'on prononce Longyearbyen. Longyearbyen, oui. J'adore mars et avril parce que tu peux conduire des motoneiges dans différentes régions. Et j'adore l'Arctique quand il est recouvert de blanc, les amis. Donc je pense qu'on a une raison de revenir en avril et en mars. Sans aucun doute, il le faut. Sans aucun doute, oui. Tu dois revenir? T'as dit que c'est la meilleure saison au Svalbard? Oui. D'accord. Oui. Tu dois le faire. Je vais vous attendre ici. D'accord, oui, absolument. On va revenir parce que cet endroit est magnifique. Et maintenant, on va vous montrer l'endroit à notre public. Merci Bien sûr, avec plaisir. pour l'entretien. Et j'espère que tu continueras à faire ce que tu aimes, à voyager et à découvrir la folie du monde. Merci pareillement. Merci, merci. Et maintenant, après cette incroyable interview, nous allons voir la chambre. Ah, eh bien, regardez, par ici, nous avons une salle de bain partagée. Qui honnêtement n'est pas très joli, mais il y en a un autre qui est un peu plus sympa. Qui est par ici? C'est celui-ci. Celui-ci me plaît davantage. On nous a aussi dit que nous sommes seuls dans cette aile de l'auberge pour l'instant. Donc la salle de bain partagée sera privée. Espérons que personne n'arrive bientôt. Et voici notre chambre. Eh bien, c'est super grand, vraiment très très grand. La visite va prendre un peu de temps, alors soyez patiente. Non, ce n'est pas du tout grand. Nous avons 2 lits simples. Il faut mettre la valise sur le lit, sinon tu ne peux pas l'ouvrir. Ensuite, on la referme et on dort là. Mais bon, ça va. Ça me rappelle beaucoup le Népal. Sérieusement, c'est pareil que quand on a fait la randonnée pour voir les zèbres, les chambres étaient comme ça. Et bon. Un ours fait le show ici, donnant tout. C'est un joli petit ours. Eh bien, là-bas, il y a une cuisine. Tous ceux qui restent ici peuvent cuisiner, mais nous n'allons pas la montrer pour l'instant parce qu'il y a des gens qui cuisinent. Et voici le salon. Comme elle est jolie. Super accueillante.
Par ici, Fanny, il y a un espace café et thé. Tu peux prendre tout le café et tout le thé que tu veux, c'est entièrement gratuit. Et bien, plusieurs fauteuils, canapés, espace de jeu. C'est très joli, j'adore, on dirait un chalet vintage. Et si vous vous demandez, la nuit dans cette auberge nous a coûté 145 €, ce qui fait environ 170 $. Et c'était le moins cher qu'on pouvait trouver ici à Svalbard. Un hôtel similaire coûtait environ 180 ou 200 $, mais nous avons choisi celui-ci car la beauté des espaces communs. Et normalement, nous ne passerions pas autant de temps à l'hôtel, donc n'importe quel endroit pour dormir suffirait. Mais comme ici les activités durent 3 ou 4 heures et que le reste du temps, nous serons pratiquement en train de travailler ou de profiter de l'endroit. Nous avons décidé... Marianne's, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez le chercher sur Booking si vous êtes aussi fou que nous et que vous décidez de venir ici. Après cela, les prix des hôtels qui avaient vraiment l'air sympas grimpaient à 500 ou 600 $ la nuit. Et comme nous avons décidé de venir 4 jours et 3 nuits, c'était trop d'argent juste pour l'hébergement. Alors nous avons choisi ce qui était bien, joli et pas cher. Maintenant, nous sommes venus dîner au restaurant de l'hôtel où il faut réserver à l'avance. Chut, il y a beaucoup de monde. Je fais mon truc, ce sont de vraies plantes. Ici, nous avons une monstera, là-bas un ficus, ici la plante porte-bonheur, un cactus. Regardez comme c'est sympa. À l'entrée, on enlève ses chaussures et on reçoit des pantoufles. Ici, le menu est assez... Arcane. Svalbardian. Dis-nous un peu, quels sont les plats principaux? Eh bien, nous avons du bœuf, ensuite nous avons un churrasco de renne, puis nous avons un churrasco de phoque. Ensuite, nous avons un churrasco de baleine et puis nous avons du saumon qui est un autre plat classique ainsi qu'une option végane. Qu'est-ce que tu vas commander? Du fromage. C'est que j'ai déjà mangé de la viande à midi et je ne suis pas très fan du saumon. Et je ne veux ni manger du renne, ni de la baleine, ni du phoque. Alors je vais juste prendre une petite entrée. On a aussi mangé il n'y a pas longtemps. Une petite entrée et peut-être un dessert, peut-être. Je ne voulais pas goûter plus d'animaux exotiques, mais on vient de nous apporter un pâté de phoque. C'est assez intéressant. La jeune femme de la réception, Lana, m'a dit que le phoque avait un goût de foie et que si j'aimais le foie, je n'aime pas le foie. C'est pourquoi j'ai décidé de ne même pas y goûter. Mais ici, on nous a offert, comme ça, une petite galette, un pâté de phoque et des petits oignons marinés. La viande est très foncée, elle ressemble à celle de la baleine. Et on va voir quel goût ça a. Attends, tout ce qu'il y a dans ce petit biscuit, je vais devoir manger l'autre parce que Ninita a déjà sauté du bateau. Ici, il y a une délicieuse crème blanche, des oignons marinés et ce truc vert, peut-être du romarin. Mais c'est très bon, ça donne une touche délicieuse. Mais en effet, oh, ça a le goût du foie, non? Quand tu goûtes, ta langue reste... Je ne sais pas si c'est comme sèche ou avec une texture grasse. Et le palais aussi. Difficile à expliquer, mais ceux qui ont goûté le foie comprennent, c'est ce ressenti. Honnêtement, je ne suis pas tellement fan. Comme ça, entier, c'est bon, mais après que toutes les bonnes saveurs sont passées, il te reste ce arrière-goût de, oui, comme du foie. Bonsoir du matin, il est 8h18. Du matin très tôt, du matin, du soir. Je ne sais pas, non, on vient de se réveiller. À 9h30, on vient nous chercher pour faire une randonnée dans la nature et on va prendre le petit déjeuner. Bien sûr, nuit éternelle à Svalbard. Heureusement qu'on a pris des comprimés de vitamine D, car je me demande comment les gens résisteraient sans la lumière du soleil. Mais bon, comme le bâtiment du petit déjeuner est à seulement 20 mètres, on sort comme ça, même si vous ne le croyez pas. Regardez à combien est la température. Il neige en fait. En ce moment, on est à -4, tout tranquille, tout tranquille. Demain, ça descend à -11. Allons-y.
Voici la salle du petit déjeuner de notre petite auberge, qui au moins inclut le petit déjeuner. Waouh! Regarde, de la pâte à gaufres et un gaufrier. Ça a l'air incroyable là-bas. Des confitures et le reste. Par ici, il y a des légumes sautés et des céréales. Par ici, il y a des petits fruits et du yaourt. Et encore plus de petits légumes. Par ici, il y a des fromages. Au fait, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de Norvège, ceci est un fromage brun et il a le goût de dulce de lèche. Vous pouvez croire ça? Sinon, regardez cette vidéo, on vous en montre plus. Un peu de beurre, du pain. Oh, que c'est bon! Un petit gâteau à la banane. Et ici, des œufs sous différentes formes. Et pour finir, saucisses et bacon. Et voici notre première activité ici à Svalbard, faire une randonnée dans la nature pour pouvoir observer des animaux. Nous avons vu des rennes et espérons voir des renards. On nous a dit qu'il est un peu difficile de voir des ours polaires, surtout à cette période de l'année. Mais bon, qui sait, peut-être que la nature nous aidera. On nous a aussi dit qu'on peut voir des belugas près des rives. Ce n'est pas courant, mais encore une fois, qui sait? La nature est imprévisible et je lui demande toujours de nous offrir des moments inoubliables à documenter et à vous montrer. Voici Sébastien. Il sera notre guide. On dirait vraiment une expédition. Regardez, en plus il neige. Il fait environ moins 5 degrés en ce moment et on marche au milieu de nulle part. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un renne de Svalbard mort. Et vous n'allez pas croire la raison. Ce renne est mort de faim. Littéralement, il meurt de faim à cause du réchauffement climatique. Pendant les mois d'hiver les plus rudes, comme janvier ou février, il y a souvent des pics de température élevés. À ces dates, il fait généralement entre 15 et 20 degrés C. Mais soudain, il y a des jours où la température monte jusqu'à 0 degré ou 1 degré Celsius. Ce qui veut dire que la neige gèle et devient de la glace. Alors eux qui grattent l'été grattent la neige pour chercher leur nourriture en dessous, ça peut être des plantes ou tout ce qu'il y a au fond de la neige, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a une couche de glace si dure avec le bec, avec la bouche plutôt. Ils essaient de casser la glace et ils se cassent les dents. Leurs nerfs restent exposés et ensuite ils ne peuvent plus bien manger. Alors l'estomac commence à avoir besoin de nourriture et il commence à consommer le corps de l'intérieur. C'est une mort très douloureuse pour eux. Et d'année en année, le nombre de rennes retrouvés morts n'a cessé d'augmenter. L'an dernier, il y en avait plus de 200. Cette année, entre 350 et 360. Presque le double de l'année dernière. Une autre information intéressante, c'est que les renards des neiges d'ici ne chassent généralement pas les rennes, mais mangent des oiseaux. Mais quand ils trouvent ces festins morts et à leur disposition, évidemment, ils les mangent. Alors, notre guide nous raconte que les renards qui ont été vus récemment sont plus forts, ils sont plus grands. On s'attend donc à ce que cette année, ils aient beaucoup plus de petits et que l'année prochaine, on voit une grande quantité de renards autour de la zone. Pour vérifier la théorie, on peut voir ici la mâchoire, là où il n'a pas de dents, et notre guide nous expliquait que c'était précisément pour cette raison, parce qu'en essayant de creuser dans les couches de glace qui se forment pendant les saisons de neige, ils se cassent toutes les dents et ensuite ils se retrouvent sans leur principal outil pour chercher de la nourriture. Écoutez, je suis fascinée par la neige qui est en train de tomber sur nous. Marcher au milieu de nulle part pendant que la neige tombe sur toi, tout est sombre. C'est tellement irréel. Je tiens à dire qu'à l'intérieur de cette montagne se trouve une mine de charbon. En réalité, Svalbard compte plusieurs mines de charbon. Eh bien, il y a deux choses intéressantes. La première est là-bas. Je ne sais pas si on peut la voir avec la caméra. C'est un tuyau, un conduit par lequel l'air entre, car lorsqu'ils extraient le charbon, ils libèrent beaucoup de gaz et ce gaz est inflammable. Donc pour qu'ils puissent respirer et pour éviter qu'il y ait une explosion, ils ont ce tuyau. Et cet autre tuyau que vous voyez ici, qui est énorme, c'est par là qu'ils extrayaient les déchets, les pierres qui ne leur servaient à rien, ils les laissaient ici derrière. Et en fait, il y a une montagne entièrement faite de déchets.
Depuis juin de cette année, l'extraction de charbon a été interdite sur toute l'île. Mais cela était censé être fait il y a 2 ou 3 ans. Ils ont dû le reporter à cause des conflits entre la Russie et l'Ukraine, mais bon, enfin, il n'y a plus de mines ici à Svalbard. Dans le cadre de l'excursion, on nous emmène à un belvédère avec un tapis pour s'asseoir, une boisson chaude et une sacrée vue. Être ici, c'est déjà vivre en mode isolé, enfin déjà, c'est fou à quel point cet endroit est isolé du reste du monde. Mais être ici, qui est déjà en soi isolé, et avoir une petite maison là-bas, frère, c'est un ermite? Waouh, je ne l'avais pas vu. Non, ça n'a pas de sens. Sébastien, peux-tu me parler un peu de toi, de ton histoire? Comment as-tu fini à Svalbard? Bien sûr, je suis né et j'ai grandi en Pologne. Ensuite, adolescent, j'ai émigré dans le sud de la Norvège, où j'ai vécu pendant environ 12 ans. Je me suis installé ici il y a 5 ans. C'était une décision complètement aléatoire. Je rendais aussi visite à mon amie de Pologne, mais je la connaissais de Norvège. Et une fois que j'étais ici, j'ai rapidement quitté mon travail sur le continent, pris de courtes vacances, puis emménagé ici en janvier. Bientôt que c'est un anniversaire. Oh, incroyable. Oui. C'était facile de trouver un travail? Eh bien, à l'époque, je travaillais dans l'hôtellerie, donc j'ai trouvé un emploi assez facilement parce que j'avais un bon curriculum vitae, une bonne expérience. Mais une fois que je suis monté ici, j'ai tout de suite compris que je voulais vraiment être guide. D'accord. J'ai commencé toutes les formations. J'aurais pu aller plus vite, mais ça m'a pris environ 1 an et demi. Parce que je fais aussi du bénévolat en tant que membre de l'équipe de secours à la Croix-Rouge. Waouh. Oui, cette formation a aussi duré environ 9 mois. D'accord, d'accord. Cela m'a aussi aidé à obtenir le poste de guide. Quand j'ai débuté comme guide, c'était un métier de rêve. Voilà mon bureau, tu vois. Je peux être dehors avec les gens, ce que j'adore. Je peux parler et j'aime parler. Ouais. Donc oui, c'est une combinaison parfaite, absolument. Comment peux-tu me décrire la vie ici à Svalbard? Peut-être pour une personne qui n'a jamais rien vu de cette île? Oui, donc ça dépend aussi de ce que tu fais. Parce que bien sûr, si tu es guide, tu dois tout savoir. Oui. Mais disons que tu viens ici pour travailler dans l'hôtellerie ou par exemple dans un bureau, c'est différent. Bien sûr. C'est une petite communauté, ce qui aide car les gens sont serviables. En cas de questions ou de problèmes, ils t'aident toujours. Mais c'est aussi difficile avec la météo et aussi à cause de l'isolement. Cela pose un autre problème, comme les livraisons, ou bien elles ne sont pas toujours, et comme l'épicerie n'est pas toujours équipée de tout. Mais tu sais, les divertissements que nous avons sont aussi limités. Oui, tu dois un peu revoir tes priorités. Si tu viens pour la nature, ce sera plus simple, mais si tu es là, comme beaucoup, pour gagner de l'argent, ce sera plus dur. Absolument. Et en parlant un peu de gagner de l'argent, penses-tu vraiment que les personnes qui ne sont pas passionnées par la nature, toi y compris, mais pas spécifiquement les personnes qui sont guides touristiques, comme celles qui travaillent dans l'hôtellerie ou dans un bureau, gagnent bien leur vie? Combien d'argent penses-tu qu'ils peuvent gagner et qu'il leur reste après avoir payé par exemple le loyer et les impôts? Alors, juste pour te donner un exemple avec un serveur. Ouais. Donc, nous avons des salaires proches de ceux de la Norvège continentale, ce qui représente probablement 25 000 couronnes norvégiennes que tu reçois en main, parce que nous n'avons que 16% d'impôt sur le revenu. D'accord. Peu importe combien vous gagnez, c'est 16%. Si vous gagnez plus d'1 million de couronnes par an, alors vous paierez 22%, mais c'est encore bas. Pour comparer avec la Norvège, quand j'ai quitté la Norvège, je payais 47%, presque 50%, 50%. Waouh. Donc ça t'économise beaucoup d'argent. Ensuite, les divertissements sont limités, donc tu ne dépenses pas autant, au cinéma ou en voyage parce que tout est fermé.
Si tu as une voiture ou une motoneige, l'essence est moins chère parce qu'on a aussi des taxes plus basses dessus. Sur un autre point, si tu fais beaucoup la fête, les cigarettes, le snus, tu sais, l'affiche. Ouais, je sais. Et l'alcool n'est pas non plus détaxé, mais il y a moins de taxes. Donc c'est déjà moitié prix par rapport au continent. J'ai lu que l'alcool est à limiter pour les résidents. C'est vrai? Exact. Cela date de l'époque des mineurs. C'est en gros... Les mineurs buvaient beaucoup de bières et d'alcool fort. Ouais. Donc, c'était limité pour eux et, par exemple, les gens de l'administration, eux, ils avaient généralement du vin, donc ce n'était pas limité pour eux. Et jusqu'à aujourd'hui, tu peux acheter autant de vin que tu veux. D'accord. Oui, et on peut acheter 24 bières et 1 litre d'alcool fort par mois. Quoi? Par mois? Oui. 24 bières et 1 litre. Ouais. Bah, tu veux combien de vin? Oui, mais cela concerne uniquement le magasin légal. Au bar, au restaurant, tu peux boire autant que tu veux. D'accord. Donc si tu as de l'argent, tu peux boire autant que tu veux. Au bar des couleurs, bien sûr, mais en magasin d'alcool, c'est limité. Et pour acheter quelque chose, tu dois avoir, genre, une carte d'alcool. D'accord, bien sûr. Tu l'obtiens seulement si tu es résident fiscal. Tu dois d'abord rester ici 6 mois, puis demander la carte et acheter de l'alcool. J'ai aussi lu qu'il existe des conditions ou des limites pour rester ici comme résident. Est-ce vrai? C'est vrai. En gros, je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les pays du monde, mais pour la plupart des pays du monde, vous pouvez venir et travailler ici sans visa ni autorisation. Si vous trouvez un emploi, vous pouvez rester. D'accord. Une seule exigence, un emploi et un logement. Bien sûr, bien sûr. Trouver un logement seul est difficile. Donc, la plupart des emplois te fourniront un appartement ou un appartement en colocation. Peu importe. J'ai eu une situation où j'ai dû quitter mon ancien appartement. C'était juste avant la haute saison, donc je cherchais un appartement pendant 3 mois. Oh! Ouais, oh ben non. D'accord. Et Sébastien, sur ces 2500 que tu dis recevoir après impôts et tout, combien penses-tu que les gens dépensent en loyer et en nourriture? D'accord, je vais juste... Si tu ne fais pas des folies en sortant ou autre, en dépensant de l'argent, tu peux probablement mettre de côté environ 1000 $. Je dirais environ 10 000 couronnes. Donc, C'est plutôt pour une seule personne. vous économiserez 1500 $ par mois. Oui, si vous voulez économiser. Absolument. C'est beaucoup d'argent que vous pouvez gagner. Oui, cela fait environ 18 000 $ que vous pouvez économiser par an si vous êtes assez raisonnable. Parce qu'en réalité, comme c'est un endroit sans beaucoup de divertissement, je pense que c'est là que les gens sont les plus susceptibles de devenir un peu fous. C'est pour cela qu'ils ont limité la quantité d'alcool. J'ai aussi écouté beaucoup de musique hier. Y a-t-il de bons endroits pour faire la fête dans le coin? Nous n'avons pas de fête. Ah, vous n'avez pas de fête? Non, nous avons, disons, 3 bars. 2 d'entre eux sont des lieux de rassemblement. Et parfois, on organise des soirées dans les bars, comme une soirée disque jockey ou quelque chose du genre, comme à Halloween. D'accord. Il y avait une grande fête, et sûrement l'une des plus importantes de l'année. Les gens mettent leurs costumes et c'est super sympa et c'est toujours plein. Mais il n'y a pas vraiment de club le week-end ou quelque chose comme ça. Ah, parce que hier... Alors, Sébastien, allons un peu dans la nature. J'ai beaucoup lu sur les ours polaires ici, que c'est leur territoire et tout ça. Je crois que tu as une arme dans ton sac à dos. Oui, c'est exact. Je ne veux pas la sortir car c'est interdit. C'est parfait en cas d'urgence. Trousse de premier secours. Oui, ben... À l'intérieur, vous tenez une arme, comme un fusil, avec cette gâchette ici. Vous pouvez la sortir quand vous l'avez sur vous, puis sortir le fusil et l'utiliser même avec un sac à dos. D'accord, d'accord. Donc il est à moitié chargé, avec des balles à l'intérieur, donc il est prêt à être utilisé. J'ai aussi cette pochette orange avec un pistolet de détresse, comme celui qu'on utilise sur le bateau pour... Bois bien avec la lumière. Oui. D'accord. C'est surtout à cause du bruit, parce que quand ça souffle, ça fait beaucoup de bruit que les ours polaires n'aiment pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou as-tu entendu parler d'accidents récents avec les ours polaires? Oui, absolument. Et il y a toujours quelque chose. D'accord, d'accord, d'accord. Comme nous en parlions tout à l'heure, il y avait 2 employés du musée ici. Ils réparaient une cabane plus au nord, près de New Olsund. Et ils ont été approchés par un mâle assez imposant, qui était très agressif, et ils n'ont eu aucune chance de le faire fuir. Alors ils ont tout essayé et à la fin ils ont dû le tuer parce qu'ils étaient en danger de mort.
D'accord. Il y a toujours une enquête après un incident avec l'ours polaire et les personnes concernées sont systématiquement soupçonnées. Bien sûr. Donc ensuite, vous devez prouver en tant que personne qui était, disons, dans cette situation, que vous avez tout fait pour effrayer l'ours polaire, que vos papiers et votre formation sont en règle. Et oui, s'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous auriez pu éviter, alors vous recevrez une amende, probablement autour de 40 000 couronnes norvégiennes. Waouh. Ce n'est pas donné. Parce que j'ai lu qu'il est obligatoire d'utiliser une arme à feu quand on sort de la ville, mais personne ne peut simplement en acheter une. Ils ont besoin d'un permis ou d'une formation. Donc ce n'est pas obligatoire. Tu peux sortir de la ville sans rien. Personne ne t'arrêtera, personne ne te dira rien. Mais si quelque chose t'arrive avec l'ours polaire et que tu n'es pas prêt, qu'il t'attaque, et disons que quelqu'un d'autre qui est à proximité tuera l'ours polaire parce que tu es en danger, c'est ton problème. Bien sûr. C'est de ta faute. Donc tu dois être prêt à une éventuelle approche. Prépare-toi à l'effrayer et fais tout pour éloigner l'ours polaire. Et dans le cadre de la visite, nous allons aller dans un magasin qui est déjà un peu plus près du village. Nous allons déjeuner pendant que nous faisons un petit feu et que nous restons bien au chaud. Oui, comme une tente. Nous allons manger ces plats déshydratés. Je crois que c'est la deuxième fois que j'en mange. La première fois, c'était au Salto Angel, lors de nos descentes en rappel. J'ai choisi des pâtes à la bolognaise et Manuel a pris un ragoût de viande, mais il y avait aussi une option végétarienne. C'est incroyable. Je ne crois pas qu'un plat soit ici. En gros, tout ce qu'ils font, c'est ajouter de l'eau chaude pour que ça se réhydrate et ils referment l'emballage. Bon, ils le secouent un peu. J'adore que ce soit plus réel. Bon, j'ai le léger pressentiment que je vais me brûler en goûtant les pâtes, mais on dirait qu'elles sont prêtes. Prêtes! Ça a l'air bon. C'est incroyable et vraiment bon. Après ce délicieux repas, quelques petits chocolats en dessert. Et avec la chaleur de cette cheminée, je veux poser une question de plus à Sébastien. Je veux parler un peu de l'obscurité ici à Svalbard. Je sais que vous avez la nuit polaire pendant environ 100 nuits. Et tu m'as dit, hors caméra, que c'est en fait lumineux maintenant. Même si je trouve qu'il fait très sombre, c'est lumineux, non? Ça peut être sombre. Absolument. Dans environ, disons, 2 semaines, il fera complètement noir. Donc, peu importe si tu sors à 8 heures du matin ou à midi en plein milieu de la journée, à midi, il fera sombre, comme en plein milieu de la nuit. Wow. Complètement sombre pendant 24 heures. Pendant 24 heures durant 2 mois. Waouh. Oui, c'est fou quand on y pense. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Parce que tu sais, c'est une ambiance de Noël pour des mois, mais tu sais, j'y crois pas trop. J'aime Noël, mais pas autant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est fatigant. Tu dois être physiquement actif et tu as peut-être une sorte de time planning pour la journée. Si tu restes chez toi, tu dormiras toute la journée. Tu ne te sens pas déprimé ou? Oui, tu peux. L'activité physique est importante, plan de la journée. Nous fournissons de la vitamine D qui n'est pas seulement importante, mais c'est quelque chose que tu dois faire parce que tu peux être. C'est en quelque sorte obligatoire. Oui, tu peux tomber très malade si tu ne le fais pas. Et comme je te l'ai dit, nous avons aussi ceci, des lampes de réveil, par exemple. C'est une lampe que tu peux avoir à côté de ton lit. Tu règles l'heure et elle va éclairer ta chambre juste avant que ton réveil ne sonne. Donc tu te réveilles un peu avec la luminosité du jour. Waouh. Et aussi, on a des lampes que tu peux tenir dans ta main et simplement éclairer ton visage autour de toi. Ça imite aussi le soleil. D'accord, d'accord. C'est un peu comme un solarium, mais ça ne te donne pas de bronzage, quoi. C'est juste la luminosité. Un petit peu. Oui. Donc oui, pendant l'obscurité, tu dois être très conscient de tout ce que tu fais, sinon tu te retrouves
Ça peut être, genre, déprimé ou... Ouais, comme la plupart des gens, comme la plupart des locaux qui peuvent quitter l'île. Peut-être pas pour toute la saison, mais pour un moment, tu sais, juste pour aller voir la famille, juste pour profiter un peu de la lumière du jour sur le continent ou autre. Juste aller dans un pays plus chaud en Europe, tu vois. Et pendant la saison sombre, c'est aussi la basse saison pour le tourisme. Oui, c'est plus bas cependant. Ça augmente. Chaque année, la saison sombre attire plus de visiteurs. Parce que vous savez, l'île est promue pour les aurores boréales, l'ambiance de Noël, la spéléologie sur glace par exemple. Sébastien, peut-être pour finir, quelle est la chose que tu préfères dans le fait de vivre ici à Svalbard? Qu'est-ce que tu détestes le plus ou aimerais changer si tu pouvais? D'accord, c'est une bonne question. J'aime la proximité avec la nature. Par exemple, en sortant de ton appartement ou hôtel ici, tu peux déjà voir des rennes ou parfois un renard en ville. C'est toujours calme. Tu sors juste de la ville et tu as ces montagnes autour de toi, tu sais, et chaque jour est différent avec la lumière. C'est tellement isolé. Donc je pense que c'est ça qui me retient ici le plus. Eh bien, qu'est-ce que je changerais? Donc il n'y a que deux choses qui me manquent, c'est la forêt D'accord. et la moto. Peut-être que si on pouvait avoir des chats, ce serait aussi sympa. Ah d'accord. Parce que je ne sais pas si tu sais. Les chats sont interdits, non? Oui, parce que tous les oiseaux que vous avez sont protégés et le seul prédateur des oiseaux est le renard polaire. Donc les chats ne sont pas autorisés ici. Il n'y a pas de natifs ici parce qu'il y a une règle. On ne peut ni naître ni mourir à Svalbard. Naître parce que l'hôpital n'est pas suffisamment équipé en cas d'urgence. 2 mois avant l'accouchement, les femmes sont emmenées sur le continent. À l'approche de la mort, il y a quelque chose qu'on appelle le pergélisol, qui est essentiellement un mot composé de perma, pour permanent, et frost, qui signifie glacé ou gelé. Donc le sol est toujours gelé, même en été. Et avec les nouvelles chutes de neige et les nouveaux hivers, tout a tendance à s'accumuler. Donc si tu enterres un corps, d'abord, il ne va jamais se décomposer, et ensuite, il va remonter un peu plus à chaque fois. Finalement, il sortira de la terre. Cela fait de nombreuses années, depuis les années 70 je crois, qu'ils l'ont interdit. La dernière personne décédée, ici, était un écrivain, en 2013, qui vivait ici depuis longtemps. Ils ont autorisé son enterrement ici, mais seulement après incinération. Ce sont donc ses cendres qui ont été enterrées. Mais de toute façon, si tu es très malade ou si tu meurs, ils transfèrent ton corps sur le continent pour que tu sois enterré là-bas et que tu ne deviennes pas une victime du pergélisol, restant congelé ici pour le reste de... je ne sais pas... de la vie des autres, parce que ta vie à toi était déjà terminée, non? D'accord, merci beaucoup. Sébastien, pour toutes les informations devant la caméra et en dehors. Tu es un guide vraiment exceptionnel. Et j'espère que tu regardes cette vidéo et si tu viens au Svalbard, voyage avec SnowFox. Nous avons choisi cette compagnie et c'est vraiment bien. Surtout si Sébastien est ton guide. Merci, merci beaucoup. Merci mon ami. Voyageurs, nous avons eu la chance que notre guide, très doué, choisisse de nous emmener à la banque de semences. Parce que même si vous pensez le contraire, c'est ça et rien d'autre. C'est tout ce qu'on vient faire ici, prendre une photo à l'extérieur. Et la visite, si tu veux venir la découvrir, coûte 125 $ par personne. Nous devions payer 250 $ pour Valérie et moi, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Mais comme c'était sur la route, avec un détour pas si long, en allant vers la visite de la randonnée dans la nature que nous avons faite aujourd'hui, il a dit « Bon, si vous voulez, je vous y emmène. » Et vraiment, il a été super. Honnêtement, je vous recommande que si vous venez, ne payez pas seulement pour ce tour, juste pour venir à la banque de semences, mais faites-en un dans la nature. Avec un peu de chance, demandez au guide et il pourra faire un détour pour vous y amener. Mais pour que vous ayez une idée, ceci a été créé. En cas d'invasion extraterrestre, en cas d'apocalypse zombie, ou, le plus probable et réaliste, en cas de Troisième Guerre mondiale. Ici, il y a plus de 7500 espèces de différentes graines, c'est-à-dire du riz, du blé, des légumes, etc. Mais il y a presque 500 unités de chacune. C'est pour ça que quand on cherche sur Internet, on dit qu'il y a des millions, des milliards de graines, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de chaque espèce et la température intérieure est de -18 degrés. Et au cas où l'électricité cesserait de fonctionner,
Grâce au pergélisol mentionné plus tôt, la température resterait à moins 2 degrés Celsius et il faudrait plus de 100 ans pour atteindre 0 degrés Celsius. Et donc fondre et endommager les graines. Donc en réalité, c'est une très bonne protection pour les graines. Et ce qui est beau, c'est que seulement pendant la saison sombre, ils allument ces lumières que vous voyez là, qui veulent refléter l'aurore boréale. Cela n'était visible qu'entre novembre et février. Le reste de l'année, il fait jour, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière, donc on ne voit pas ces jolies lumières. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Alors, continuons. « 2 heures de l'après-midi. Et il fait toujours aussi sombre. Nous sommes revenus de cette excursion et il ne nous reste plus qu'à profiter de l'auberge où nous séjournons. En vérité, les espaces mis à commun sont vraiment beaux. Et je vous pose la question, viendriez-vous vivre ici pour les salaires que vous avez déjà entendus? Environ 3 000 à 3 500 $ par mois, avec 1 500 d'épargne après dépenses et impôts. En passant, bien sûr, par toutes les adversités du climat, pas seulement à cause de la température, mais aussi parce qu'il y a presque 4 mois d'obscurité totale, puis encore 3 ou 4 mois de clarté totale, c'est-à-dire pas du tout d'obscurité. C'est complètement fou. Moi, je ne le ferai pas, mais je veux connaître ton avis. Dis-le moi ici, en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un bon like. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo.